Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Agence Qualité Construction et de la SPL Horizon. Un séminaire, un thème, donc quelle innovation pour un confort thermique durable. C'est un séminaire qui a un double objectif. Le premier, c'est de valoriser les ambitions du programme Ombré pour programme inter-outre-mer pour les bâtiments résilients et économes en énergie. Et puis, évidemment, et surtout de valoriser les 6 initiatives lancées localement pour un développement, pour une innovation thermique durable. Donc voilà pour la présentation du thème. Le séminaire dure 2 heures. On a voulu un format plutôt resserré et plutôt interactif, puisque les porteurs de projets qui sont assis devant vous auront 5 minutes chacun pour la présentation de leur projet. Et donc on va alterner la présentation des projets et un temps d'échange où évidemment vos questions sont les bienvenues. Les porteurs de projets n'attendent que ça. Donc voilà. Mais pour démarrer, avant de les entendre, je propose que vous puissiez, Monsieur Ezavin, en tant que directeur technique de la SPL, nous introduire donc ce séminaire. La SPL Horizon, qui est le partenaire privilégié de l'AQC à La Réunion. Bonjour à tous, je vous remercie à tous d'être présents pour ce séminaire de clôture de Ombré. Le programme Ombré, je ne sais pas si on peut lancer la présentation. En tout cas, le programme Ombré a été éligible au programme C2E, donc c'est le programme certificat d'économie d'énergie. C'est un appel à projet de la DGEC lancé en 2019 et la QC nous a contactés pour répondre à ce programme courant 2019. Parce que la SPL Horizon Réunion a des contacts privilégiés avec l'ensemble de ses actionnaires que sont les collectivités et on avait une bonne connaissance du bâtiment tertiaire lié au patrimoine des collectivités et on a répondu ensemble à ce projet-là, donc ce qui a donné donc ce séminaire de clôture 2 ans plus tard. L'idée, c'était vraiment d'assurer un partage de connaissances outre-mer. Il y a plein d'initiatives qui se sont lancées au fur et à mesure des années, sur les 20 dernières années à La Réunion, mais l'idée, c'était de pouvoir donner aux différents territoires une même culture commune et des outils et de mettre à disposition. L'idée, c'était aussi de sensibiliser via des vidéos, des tutoriels, des ateliers qui sont en cours d'être mis en œuvre ici sur le territoire, sur chacun des territoires. Et ensuite, le programme Ombré, comme tout pour chacun des programmes C2E, est financé à 100% par les C2E. Et c'est un budget de 4,6 millions d'euros sur les 3 ans, répartis entre les territoires. Donc l'AQC en tant que porteur principal, en partenariat avec la FEDOM au niveau de tous les DOM, Aqua pour la Guyane, le CAUE 971 pour la Guadeloupe, Kebati pour la Martinique, et le représentant à La Réunion, c'est la SPL. 5 actions dans ce programme. L'idée, c'était de lister sur tous les territoires tous les productibles qui avaient été faits sur la construction en climat tropical humide. Ensuite, c'était d'identifier, à travers des retours sur expérience, des actions spécifiques par territoire. Ensuite, il y avait le développement de ces ressources. Donc, l'idée, c'était d'imprimer une sorte de guide et de faire des vidéos tutoriels et des ateliers. Et ensuite, la valorisation inter-outre-mer. Il y a une plateforme qui s'appelle Pergola qui va être lancée cet après-midi à La Réunion pour justement capitaliser toutes ces 300 ressources qui ont été identifiées au cours de différentes actions. Et ensuite, les porteurs des appels à projets qui sont présents à côté de moi pourront vous présenter ces actions spécifiques liées. Concrètement, le REX, c'est un outil de l'AQC qui a été développé avec l'AQC et avec les équipes internes de la SPL Horizon, on a audité 20 bâtiments sur lesquels on a identifié des thématiques précises et il y a eu 80 opérations sur l'ensemble des DOM. Ce qui est important de savoir, c'est que d'ores et déjà, ces guides sont intégrés au programme de formation FIBAT, qui lui aussi est financé pour les économies d'énergie dans le bâtiment. À La Réunion, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi, étant donné qu'on avait énormément de ressources sur tout ce qui était bâti tropical, conception du bâti, isolation, etc., on a essayé d'utiliser un peu notre savoir sur toutes les opérations d'analyse concernant les systèmes de climatisation et d'eau chaude solaire sur les lycées, sur les différents bâtiments tertiaires. Donc là, ça a été les 2 systèmes et on a
établi donc 2 guides à destination des maîtres d'ouvrage. Donc la Guyane a choisi les isolants et les Antilles, tout ce qui est végétalisation, protection solaire et ventilation naturelle. Donc tous ces items-là se retrouvent sous forme de guide que vous pourrez retrouver sur la plateforme Pergola, et on en a pu récupérer en version imprimée qui pourront vous être distribuées. Concrètement, tout cela, donc comme je vous ai dit, il y a 320 ressources qui ont été collectées sur l'ensemble des DOM. L'idée, c'est pas de remplacer les initiatives locales, mais c'est de faire en sorte que Interdom, peu importe là où on se trouve, donc que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, qu'on puisse effectivement réussir à trouver ces bonnes ressources-là. Donc la plateforme Pergola va être mise en place dès cet après-midi et elle sera accessible à tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ezavin. Donc, parmi les différents projets que vous avez énoncés, il y en a 2 notamment. Le projet École durable et votre projet également, Monsieur Técher, le projet PECOR. Donc, le projet École durable qui a été porté par le CAUE, et c'est dans l'ordre honneur aux femmes Stéphanie Girardot qui pourra vous le présenter. Et puis le projet PECOR pour Petit Commerce Résilient, qui a été porté par Le Réunion et qui sera présenté par Adrien Técher. Donc 10 minutes en tout et maximum de présentation, et puis vous aurez l'occasion de leur poser des questions. J'attends le lancement de la présentation. Merci. Donc Stéphanie Girardot du CAUE de La Réunion. Vous savez que le CAUE a pour vocation à sensibiliser les jeunes et le grand public sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère, et qu'on accompagne et qu'on anime le milieu professionnel. À ce titre, on intervient souvent auprès des collectivités et des communes de l'île de La Réunion, et le sujet du confort au sein des écoles s'est posé depuis de nombreuses années. Le projet Ombré nous a permis de proposer une démarche. Donc ce n'est pas une innovation technique, c'est vraiment une démarche, une posture de projet pour pouvoir mener la rénovation durable des écoles. Donc le contexte, vous le connaissez, peut-être appuyer sur quelques points. Il y a quand même la moitié du temps scolaire qui se fait sur la période chaude. Le coût de l'énergie ne pourra qu'augmenter, et puis la capacité de l'île ne permettra pas à toutes les communes de climatiser leurs classes en école primaire sur le littoral de l'île. Il y a plus des 3/4 des écoles qui sont situées en dessous des 400 mètres d'altitude. On minimise un petit peu trop l'impact que peut avoir la clim sur le très jeune public qui se situe dans les écoles primaires. Donc c'est à prendre en compte, la santé. Et puis, les écoles regroupent de très nombreux intervenants, et il nous a semblé important de pouvoir construire une démarche globale et surtout concertée avec les porteurs de projets. Alors, ça pose la question de l'usage et de l'usager. Là, vous avez un exemple de l'école Fleur de Canne à la Petite-Île. Donc, c'est très représentatif des cours de récréation dans les écoles de La Réunion, donc très minéral. Donc il y a un grand enjeu d'intervention sur la végétalisation des abords des bâtiments d'école. Et il y a un grand enjeu sur les usages que peuvent avoir les usagers de l'école. Là, il y a un bel exemple de l'intervention de l'association Missolré qui a mis des casquettes sur les enfants en plein midi, en plein soleil, au milieu de la cour de récréation. Les premiers résultats de notre démarche ont permis d'intervenir auprès d'écoles pilotes et d'expérimenter cette démarche. Donc cette école pilote, un peu plus de 200 élèves sensibilisés, 170 usagers concertés au sein de plusieurs ateliers de concertation, et puis surtout un portail qui permet de capitaliser, un portail numérique, qui permet de capitaliser les démarches et les expériences, et de les capitaliser pour les 24 communes de l'île, qui sont propriétaires et responsables du patrimoine scolaire, et qui n'ont pas de lieu d'échange des expériences qu'ils font au sein de leurs écoles. Donc voilà, les perspectives, c'est de continuer ces expérimentations, c'est de pouvoir partager, diffuser la démarche, c'est pouvoir de la diffuser aussi sur d'autres territoires que celui de La Réunion, et pourquoi pas sur d'autres équipements. Merci. Après les écoles, le projet PECOR, qui est un outil qui consiste à aider les petits commerces à réduire leur consommation et donc leur facture en électricité. Adrien Técher, on vous écoute. Okay. Alors le projet PECOR,
Donc c'est porté par le bureau d'études Le Réunion, donc le laboratoire d'écologie urbaine qui a été fondé en 2003 par les architectes Antoine Perrault et Michel Reynaud. C'est un bureau d'études qui réunit des urbanistes, des paysagistes et des ingénieurs thermiciens. Donc on a différents pôles, entre autres la qualité environnementale du bâtiment, la recherche et développement, l'urbanisme environnemental tropical et la conception paysagère. Le pôle QEB qui porte le projet PECOR intervient aussi sur des projets de conception en maîtrise d'œuvre. Donc on a réalisé par exemple les nouveaux locaux de l'Ésirois, le siège de la DMSOI, et on fait aussi des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc à travers le nouvel aérogare ouest de l'aéroport Roland-Garros, mais aussi des projets internationaux avec le Vietnam et le Sénégal. En diagnostic et ingénierie opérationnelle, on a fait différents projets tels que TechTech, le projet Métroclim ou Soit Cool, par exemple. Donc le projet PECOR en fait a été porté par une interrogation qu'on s'est faite sur comment réduire la consommation des commerces alimentaires à la Réunion, des commerces en général, des petits commerces à la Réunion. Donc ce constat a été fait par le fait qu'environ 16% de la consommation d'électricité vient des petits commerces. Donc pour pouvoir un petit peu cibler tout ça, on s'est intéressé vers des commerces qui, selon nous, sont les plus énergivores, donc les boulangeries-pâtisseries, les commerces d'alimentation générale que sont les supérettes, par exemple. Et l'objectif, en fait, c'est de les accompagner dans une démarche de résilience énergétique. Donc, en fait, on a réalisé dans un premier temps un retour d'expérience qui servira en fait à l'élaboration d'un guide qui est en cours de rédaction et qui sera disponible en fait au mois de janvier 2023. Ce retour d'expérience intervient du coup dans un premier temps sur les boulangeries et les pâtisseries. Donc on a rencontré les commerçants, on a essayé de cibler un petit peu leurs problématiques, on a analysé leur consommation d'énergie à travers les équipements qu'ils possèdent, mais aussi à travers le bâti de leur local. Et on a aussi rencontré les différents distributeurs des équipements dans ces commerces, enfin du coup de ces boulangeries-pâtisseries. Et la deuxième phase d'étude a été plus sur un retour d'expérience au niveau des supérettes et des commerces d'alimentation générale. Donc là, on s'est plus concentré sur à peu près les mêmes thématiques que je viens de citer, mais on a plus en détail fait des instrumentations afin de repérer un petit peu les enjeux par poste de consommation. Donc qu'est-ce que ça représente la climatisation dans un commerce alimentaire, qu'est-ce que ça représente le froid alimentaire, etc. Donc justement, pour venir à ces premiers résultats, donc on a pu constater que les commerces, si on prend l'exemple particulier des supérettes et des commerces d'alimentation générale, les commerces climatisés ont une consommation qui dépasse souvent les 500 kWh par mètre carré par an. On retrouve en fait des consommations qui vont de 500 à peu près à 900, à savoir un foyer à La Réunion, ça consomme à peu près 40 kWh par mètre carré par an. Et pour les commerces qui sont non climatisés, on sera plutôt en dessous des 500 kWh par mètre carré par an. En faisant ces instrumentations, on a pu identifier que le froid alimentaire, c'est le premier poste de consommation. Donc ça représente entre 50 et 90% de la consommation d'un commerce. Et pour les commerces climatisés, c'est la clim qui intervient en second poste le plus important. Donc entre 20 et 40% de la consommation du commerce. Du coup, à la suite de ce retour d'expérience, on réalise le guide actuellement qui interviendra sur différentes actions qui pourraient être mises en œuvre dans ces commerces, donc boulangerie, pâtisserie, supérettes et magasins d'alimentation générale, afin de réduire leur consommation d'énergie. Par exemple, sur la climatisation, on pourra préconiser des gestes simples comme le changement de la température de consigne qui peuvent faire économiser jusqu'à 10% de la consommation, ou on pourra proposer justement de la surventilation en période de fermeture pour économiser entre 30 à 50% des consommations des commerces sur la poste de la climatisation. On pourra aussi proposer des solutions sur les meubles frigorifiques, donc acheter des meubles frigorifiques performants. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des étiquettes énergétiques sur les meubles frigorifiques professionnels et de vente qu'on retrouve dans ces commerces-là. Donc cet outil est intéressant pour les commerçants pour savoir un petit peu l'indicateur pour acheter ces meubles performants qui permettrait de réduire la consommation sur les meubles frigorifiques, mais aussi de réduire les consommations de clim à l'intérieur du commerce. Alors le projet PECOR, ça a ouvert des portes sur d'autres projets, donc une collaboration potentielle avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la région Réunion.
qui vise à faire des diagnostics énergétiques sur des commerces qui ont une superficie inférieure à 1000 m². Donc l'eau, en plus de ces diagnostics, aurait pour objectif de former les différents conseillers de la CMA aux problématiques énergétiques et leur donner les outils nécessaires pour réduire les consommations de ces commerces-là. C'est un projet aussi qui peut-être ultérieurement pourra s'ouvrir à d'autres institutions telles que la SPL Horizon, la CCI ou encore EcoCO2. Donc le guide Pécor, dans l'idée, donnera les outils nécessaires aux différents commerçants pour réduire leur consommation d'électricité. Je vous remercie. Merci. Donc, la présentation des deux projets étant terminée, vos questions sont les bienvenues. Un petit signe de la main, des micros vont circuler dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Ah, madame. Bonjour, Nédia Ferjani, Bureau d'études Imagine. J'ai deux questions, enfin une question pour chacun, donc je vais les poser toutes les deux. Au niveau des écoles, il me semble que vous avez fait des rénovations. En quoi consistait cette rénovation, puisque ça n'a pas été listé au final. Et pour le projet Pécor, vous avez dit que vous avez la consommation des magasins climatisés est entre 500 et 900. Et ceux qui étaient en dessous de 500, par contre, on n'a pas la plage de consommation ratio mètre carré. Et est-ce qu'il ne faut pas faire la différence de ceux qui sont équipés de froid alimentaire de ceux qui ne le sont pas? Puisque votre premier poste, finalement, de consommation, c'est le froid alimentaire. Le deuxième, il arrive en clim. Du coup, la question se pose, quelle est la part intrinsèque du froid alimentaire par rapport à ce ratio inférieur ou supérieur à 500 kWh par mètre carré? Alors, je propose de commencer par la deuxième question la plus technique, du coup. Alors, donc pour la consommation qui est inférieure à 500 kWh par mètre carré, c'est les commerces qui sont non climatisés. Et du coup, on est souvent proche des 500 kWh. On sera sur les commerces avec la plus grosse densité de froid, entre 400 et 500. Et puis de froid alimentaire. Et pour les commerces qui sont avec moins de meubles frigorifiques, on sera en dessous de ces 400 kWh. On peut retrouver des fois sur des petits commerces juste 1 ou 2 frigos, donc là on sera autour des 50-100 kWh par mètre carré. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question du coup par rapport au... Cette séparation ne devrait pas être magasins avec un pourcentage de froid alimentaire et ceux qui ne l'ont pas, pour pouvoir faire finalement mettre dans la même catégorie les magasins qui sont équipés en froid alimentaire. Alors, sur les commerces qu'on s'intéresse, c'est en particulier les commerces avec du froid alimentaire. Enfin, c'est que des commerces avec du froid alimentaire. Donc si on devait juste séparer les commerces donc, qui sont climatisés et du coup peut-être par exemple avoir des ratios de part de froid, donc là on sera plus autour des 50-60% de la consommation qui sera du froid alimentaire, et sur les commerces non climatisés on sera sur des ratios qui peuvent aller jusqu'à 90% de la consommation sur du froid alimentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. On va peut-être vous inviter à relancer votre question concernant le CAUE et le pôle école durable. C'était Stéphanie Girardot. quel type de travaux ont déjà été réalisés sur les écoles? C'est des travaux que les collectivités, donc les communes propriétaires du bâti, ont demandé des subventions, FEDER et régions, qui finissent en 2023. Donc les travaux sont prévus pour 2023. Là, on en est à la phase maîtrise d'œuvre, APS, APD, Pro, dans la majorité des 7 écoles pilotes. Des écoles très très différentes, donc vraiment pas le même type de travaux, mais c'est rénovation de toiture, isolation de toiture, casquette, protection solaire, en grande majorité sur le bâti. C'est surtout déminéralisation des cours d'école, et ça a l'air simple à dire comme ça, mais c'est tout un monde dans l'école d'enlever le bitume et le béton dans la cour de récréation, et de végétaliser le plus densément possible, de rajouter de l'ombre, donc des voiles d'ombrage, des préaux, enfin voilà, aussi. Et puis c'est de
partager le discours de tout ce qui est en train d'être fait et pensé avec les usagers à chaque étape du projet. Voilà, c'est ça, on va dire, la démarche qu'on a actuellement. Une autre question ? Une question pour Stéphanie, pour les écoles. Est-ce que vous pouvez préciser sur une école parmi les 7, un petit peu comment ça s'est passé avec les usagers, les parents, le personnel et les enfants, notamment pour tout ce qui est le sujet de la déminéralisation qui les concerne plus, savoir un petit peu comment ils ont été associés, quels ont été leurs apports sur le projet. Voilà. Bien sûr. Donc le principe, c'est sur chaque école d'avoir une classe ambassadrice. Donc le CAU intervient auprès d'une classe avec les élèves et on fait le même travail qu'on fait avec les adultes, on le fait avec les enfants. Donc ça incite du coup les parents d'élèves à venir voir ce que font leurs enfants et puis ça met de la bienveillance, on va dire, autour du projet. On fait donc un atelier avec tous les usagers de l'école. Donc ça veut dire les énièmes services de la collectivité qui interviennent au sein de l'école, le rectorat, les parents d'élèves, ou les représentants de parents d'élèves, pardon, les associations qui sont au sein de l'école, donc aide aux devoirs et périscolaires, et on les met autour de la table. On fait le diagnostic de l'école avec eux, et on fait la programmation des travaux qu'ils voudraient qu'il y ait au sein de l'école avec eux. L'étape suivante, c'est toute cette proposition, elles sont digérées et présentées à la mairie et à l'équipe de maîtrise d'œuvre, architectes et paysagistes, qui l'incluent dans leur démarche. Quand ils ont sorti la phase esquisse APS, ils reviennent présenter le projet aux usagers de l'école. Donc il y a des échanges avec les usagers. Et il y a des décisions qui sont prises, qui sont essentiellement liées au budget. Donc on décide que la première tranche de travaux concernera cette partie-là sur cette école-là, en accord avec les usagers et le budget qu'a la commune. Et on a bien conscience, et tout le monde a conscience au sein de ce projet, qu'il faudra faire la deuxième étape, qu'il faudra faire la troisième étape pour arriver au confort qu'on souhaite avoir au sein de l'école. Voilà, ça se présente comme ça pour l'instant. 4 communes, 7 écoles. Stéphanie, est-ce que le projet a vocation à s'étendre à d'autres communes et si oui, comment ? On espère pouvoir vous présenter aux 24 communes le projet lors d'une première rencontre en février 2023 qui serait un peu le début d'une biennale des écoles durables. L'idée de École durable, le projet qui est financé par Ombré, c'est vraiment de capitaliser et de partager avec toutes les communes. Voilà, donc rendez-vous en février. Voilà. Rendez-vous en février. Une autre question qui émane de la salle ? Peut-être, Adrien, un point à préciser, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Pas particulièrement. Donc Pécor, ça va être disponible à partir du mois de janvier, comme je disais. Ce sera un outil qui sera lisible, accessible de quelle manière pour les petits commerçants et les autres cibles que vous cherchez à atteindre? Donc ce guide sera disponible sur notre site internet de Le Réunion, sur les sites internet des partenaires. Donc on avait réalisé un plan de com avec des délais qui ont été modifiés. On veut aussi donner les guides en format papier chez les différents distributeurs avec qui on a collaboré en fait sur l'élaboration de ce guide. Donc les différents fournisseurs en meubles frigorifiques, en fours, en tout équipement spécifique à ces activités-là en fait. Donc vous avez déjà des retours d'expérience? On a déjà des retours là-dessus. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas vous le dire là maintenant sur le global en tout cas là-dessus. On a estimé, si on prend un cas particulier, sur les boulangeries-pâtisseries, donc on a pu observer que souvent les fours sont dans les espaces de vente où les zones ne sont pas très bien délimitées. Donc on peut avoir un espace qui est climatisé mais qui a aussi une source de chaleur à l'intérieur, donc là entre autres les fours. Donc on a réalisé des simulations pour voir un petit peu, en faisant un zonage bien défini, donc en séparant les différentes zones de production, de vente, de cuisson, etc. des commerces, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait économiser juste sur la clim.
Donc ce qu'on a vu, c'est que par exemple, si on va séparer le four de la zone de vente, on va bien délimiter les zones, on peut économiser jusqu'à 70% de la consommation sur la climatisation, en supposant que la clim elle est active pendant les horaires d'ouverture, etc. Donc voilà, si la clim fonctionne en même temps que le four, en fait, on pourrait économiser autant. Voilà. C'est question de journaliste alors. Une autre question ? Toujours une question sur les écoles. Stéphanie, tu disais qu'il y avait tout à l'heure 4 à 5 services qui intervenaient sur une école. Le retour d'expérience, là, sur les 7 écoles qui ont été suivies, Oui. Les difficultés rencontrées pour mettre un petit peu tout le monde autour de la table, les différents services, l'implication, le portage politique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus ? Oui. Alors le portage politique en général, très bien. Il y a vraiment une envie, une compréhension des besoins. Donc les élus ou même le maire de la commune concernée sont à fond. Il n'y a vraiment pas de souci. Les services administratifs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément la même culture en fait, de ce qu'on essaye de mettre en place. Et du coup, il faut les sensibiliser, les informer et essayer de leur expliquer pourquoi on les emmène avec nous, tous ensemble en même temps, et pourquoi c'est important qu'ils soient là en même temps. Pour que ça fonctionne, il y a plusieurs temps de concertation. Donc il ne faut pas que le service soit représenté une seule fois à un temps de concertation. Et surtout quand il a 2 ou 3 écoles pilotes sur son territoire, il faut qu'il soit là tout le temps, à toutes les concertations, et qu'il porte le projet. Donc ça, c'est très très dur en collectivité. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Valérie, tu veux peut-être intervenir ? Il y a Valérie Payette qui est là, qui représente la commune de Saint-Paul. Tu peux peut-être nous faire le retour un petit peu de ce que ça a représenté pour toi, la concertation au sein de tes écoles pilotes. Bonjour. Donc en effet, nous, on a rattrapé le projet Ombré dernièrement. Donc on a lancé sur 2 écoles, principalement sur la déminéralisation des cours, dans un premier temps en tout cas. Et il est vrai que pour nous, il était important la concertation, l'association des usagers, notamment par rapport aux usages, l'entretien des cours, la surveillance qui souvent est problématique au niveau des écoles. Et le fait là d'avoir fait déjà cette première concertation, d'avoir réussi à mettre autour de la table des parents, les enseignants, et c'est vrai que pour les services, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc on espère là pour la deuxième concertation qui va être ciblée sur les propositions, qu'il y aura d'autres services. Je pense notamment à la PMI, la protection maternelle et infantile pour les écoles maternelles, donc il y a beaucoup de contraintes après dans l'usage. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir échanger, de pouvoir dire les choses, tout le monde entend les mêmes difficultés, les difficultés de chacun, et ça permet d'orienter vers des solutions, je vais dire, plus constructives. Donc c'est un bon point et c'est important pour que le projet aboutisse et surtout qu'il soit pérenne. Ouais. Et puis il y a une attente des usagers qui est très importante, et à chaque fois qu'on a eu des concertations dans les 7 écoles, ils étaient vraiment très très demandeurs en fait d'informations et de participer. Et ils ont toujours, enfin voilà, ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent de voir si la partie maintenant proposition aménagement avec les esquisses des archis et des équipes de maîtrise d'œuvre vont se concrétiser et s'ils vont continuer à avoir leur place dans le projet. C'est très important pour la commune parce que on a vu des exemples d'écoles bioclimatiques neuves qui ont été livrées, des usagers qui n'ont pas forcément été impliqués dans la démarche de projet, puisque la mairie a un terrain neuf, elle construit son projet, puis après elle livre à des usagers. Ça ne vit pas forcément bien par derrière. L'objectif de l'école, c'est qu'elle puisse fonctionner après correctement et que les usagers ils aient leur place et leur part à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a après. Donc on a entendu les contraintes qui se sont jouées au niveau de 4 communes. On imagine l'ambition qui est la vôtre d'étendre ce dispositif à l'ensemble des communes. Merci à vous. Peut-être un petit mot ? Et ce sera la dernière question, puisqu'on a encore d'autres projets. Non, c'était juste pour compléter ce que disait Stéphanie, quand vous parliez de l'étendre à d'autres communes. On a déjà une commune depuis ce matin, une nouvelle commune qui est intéressée. Voilà, donc il faut se préparer, mais c'est vraiment un sujet qui est bien pris
qui intéresse beaucoup les communes et voilà, ça se développe et c'est tout à fait positif. On peut vous demander quelle commune ? C'est la commune de Saint-Benoît. Voilà. La commune de Saint-Benoît. Merci. Merci pour la présentation de ces projets. Juste vous préciser qu'au terme de ce séminaire, les échanges informels pourront se poursuivre dans le jardin à l'occasion d'un cocktail. Donc la deuxième séquence de ce séminaire, ce sont 2 autres projets, donc Climaterre et Protect Solam. Climaterre qui nous sera présenté qui a pour ambition de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments existants dans le tertiaire sur le poste climatisation à eau glacée. Donc je vous laisse développer Monsieur Lombardo, qui est directeur général de l'INSET, du bureau l'INSET. Je ne sais pas si on peut lancer le diaporama. Bon, bonjour à tous. Du coup, Christophe Lombardo, bureau d'études INSET. Donc, on a présenté un groupement du coup dans le cadre de l'appel à projet Ombré. On a souhaité répondre au projet Climaterre pour climatisation dans le tertiaire. Alors, le projet Climaterre, il est porté par INSET mandataire, mais on est en coordination, on va dire, avec le bureau d'études Imagine qui est présent dans la salle et 2 autres cabinets conseils, IC66 qui est un cabinet conseil, un ingénieur conseil spécialisé en génie climatique du coup en métropole, et MDE Conseil qui est basé en Guyane du coup, qui va plus faire la valorisation du coup du projet Climaterre sur le secteur anti-Guyane. Voilà. Donc Climaterre, la problématique, en gros, en tant que bureau d'études techniques, on va dire, INSET, on rencontre souvent des installations de climatisation en glacé, on en voit un petit peu sur tous les bâtiments où on intervient, et on se rend compte que souvent les bâtiments clim eau glacée, du coup, dans le tertiaire, les grosses installations de climatisation, elles ont un peu mauvaise presse parce qu'elles ont un mauvais rendement, elles sont pas toujours très économes, elles sont pas toujours très performantes. Et du coup, il y a plusieurs sujets qui sont liés à ça. Donc, il y a des performances variables des installations liées aux équipements techniques. Ça dépend aussi des paramètres de conception qui ont été choisis à la base, du coup, lors de la conception. Et on se rend compte qu'il y a une grosse dépendance sur le sujet des auxiliaires, du coup, et surtout, ce qu'on appelle auxiliaires, c'est les pompes de circulation, du coup, qui vont faire circuler l'eau glacée dans l'ensemble du bâtiment pour distribuer le froid. Et après, chaque bureau va puiser du coup le besoin en froid qu'il a du coup sur cette boucle d'eau glacée. Donc le projet de Climaterre, il vise à cibler, on va dire, les économies potentielles sur principalement donc les 2 derniers sujets, la partie consommation des auxiliaires et des pompes en transformant les bâtiments existants qu'on croise aujourd'hui du coup qui sont climatisés avec un débit fixe et une quantité d'eau qui circule qui est toujours la même dans le bâtiment. La transformer et passer sur un système à débit variable pour vraiment faire circuler uniquement le besoin d'eau du coup du bâtiment. Et du coup, c'est lié aussi à la conception du coup du bâtiment parce que ça va changer le système de distribution terminale, on va dire, au niveau des bureaux, et on va changer les types de vannes terminales sur les terminaux. Donc 2 volets de travail. Donc le premier volet, qui est le volet principal, en fait, ça concernait ce que je viens d'expliquer un petit peu. Du coup, c'est la modification d'une installation existante qui fonctionne avec un débit d'eau glacée fixe, du coup, et constant, qui tourne dans le bâtiment, le transformer, du coup, par un système à débit variable, en mettant en place des vannes 2 voies à la place des vannes 3 voies au niveau des terminaux. Donc ça, le but, c'est donc de faire diminuer la consommation des auxiliaires de la production d'eau glacée. Il y a un deuxième petit volet annexe du coup qu'on a détaillé ici dans le cadre du projet Climaterre. Ce qu'on souhaitait aussi faire, c'était comparer du coup les systèmes de climatisation actuels, on va dire, qu'on rencontre sur tous les bâtiments. Donc comparer des systèmes des systèmes individuels, du coup des split systems, des bâtiments climatisés avec des split systems, c'est les petits systèmes individuels comme on peut retrouver à la maison chez tout le monde, des systèmes plutôt climatisation centralisée type DRV, donc là c'est plutôt de la détente directe, mais on va dire que c'est plusieurs splits qui sont mis ensemble en série, du coup c'est une grosse installation centralisée de splits, on va dire, et les systèmes centralisés de production d'eau glacée qui sont l'objet du premier volet.
Donc juste quelques chiffres clés rapidement. Du coup, ce qu'on a retrouvé un petit peu dans la bibliographie, c'est que à la Réunion, la part de la consommation énergétique dans le tertiaire, du coup, c'est quasiment 40% du parc énergétique de la Réunion qui est consommé, enfin de la production énergétique, on va dire, qui est consommée sur les bâtiments tertiaires. Dans un bâtiment tertiaire, le chiffre clé, c'est 50% à peu près. Du coup, c'est la consommation qui est liée à la clim. Sur ces 50% liés à la climatisation, du coup, on a environ 25 à 40% du coup qui est lié justement au système annexe, on va dire, au pompage notamment, du coup, qui est l'objet de notre étude. Nous, on imagine qu'en modifiant les installations à débit fixe, du coup, en les faisant passer à débit variable, on pourrait économiser environ 40% du coup sur la part pompage, du coup, vraiment de la climatisation, ce qui représenterait théoriquement, du coup, une économie de 5 à 8% sur l'ensemble du bâtiment. Donc, derrière, on a fait des premières études théoriques, on va dire. On a travaillé avec des fabricants de pompes. On a travaillé, on a cherché des hypothèses de fonctionnement, différents scénarios de fonctionnement. On a mis tout ça dans des petits tableaux Excel, du coup, et on s'est rendu compte qu'en fait, le gain potentiel, il était vraiment énorme, du coup, sur la part pompage, et qu'on pouvait gagner même jusqu'à 95% de la consommation électrique, du coup, de la pompe sur un système de clim. Ça, c'est théorique, et du coup, après, il y a quelques limites techniques qui font qu'on n'atteindra jamais ces économies-là, parce que dans le système d'eau glacée, du coup, dans un groupe d'eau glacée, il faut qu'il y ait un débit minimum qui circule, donc on va être limité, on ne pourra pas réguler en permanence avec des débits mini, on va toujours avoir un débit minimum, justement, et on ne pourra pas avoir le débit exact du besoin s'il est trop faible. Mais voilà, ça donne la tendance. Donc derrière, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des travaux, du coup, sur un site existant, donc qui était climatisé avec un groupe d'eau glacée centralisé, avec une pompe à débit fixe et des 23 voies. C'est le siège de CBO à Sainte-Marie-à-la-Mare. Du coup, le maître d'ouvrage, enfin le promoteur CBO a remplacé son groupe d'eau glacée en profitant pour mettre un groupe avec une pompe à débit variable. Et on a fait les travaux sur tous les terminaux des ventiloconvecteurs. On a remplacé les 23 voies par des 22 voies pour se retrouver dans la configuration qu'on voulait. Et du coup, derrière, voilà, il y a les quelques résultats. Je vais passer rapidement. Il y a donc le premier phénomène, on va dire, du coup, qui est même indépendant du coup de nos travaux, mais c'est important de le souligner parce que tout à l'heure on en parlait dans le projet PECOR. Il y a le sujet quand même conduite d'installation qui est très important du coup dans la climatisation. On voit que globalement, juste les deux premiers graphiques, en fait, on passe de la part de la consommation en gros électrique liée à la climatisation était de 45%. Sur la période froide, du coup, c'est bien sur une période froide. En 2020, du coup, entre 2020 et 2021, le maître d'ouvrage a simplement fait de la conduite d'opération en gérant ses installations, en coupant les groupes la nuit, en coupant les groupes le week-end, ça pouvait arriver qu'ils tournent, etc. On voit qu'on réduit déjà la part de la clim à 37%. Et derrière, du coup, le dernier graphique, c'est les résultats des travaux qu'on a réalisés, du coup, en passant sur un système débit variable. Donc on passe de 37 à 18%. Donc on a réduit quasiment de moitié la part de la conso clim sur une période hivernale. C'est là où on va avoir le plus gros gain, en tout cas, de toute façon. Et c'est là qu'on a, malheureusement, on n'a que les données en période hivernale. On va essayer de les prolonger quand même si Ombré va s'arrêter, on va prolonger un petit peu le suivi pour avoir quand même les données sur une période estivale. Donc derrière, on a extrapolé simplement les résultats avec le petit graphique suivant, du coup, sur une année complète. Donc on a extrapolé à une période estivale avec des profils de charge de bâtiment et des consommations de bâtiment. Et du coup, avec ces extrapolations, donc là, c'est pas de la mesure et c'est pas de la réalité, ça reste en partie réel et en partie théorique. Du coup, on voit qu'on passerait du coup pour une installation qui est bien conduite déjà et qui est déjà mesurée aujourd'hui, du coup, où on coupe le groupe la nuit, on coupe le groupe le week-end. Du coup, on était à peu près à moitié-moitié sur la consommation électrique liée à la clim, c'est 49%. On passerait à 31%, donc on gagne à peu près un tiers du coup sur le post-clim. Donc c'est l'enjeu. Donc derrière les perspectives, c'est de faire un petit outil quand même. Le but final du projet, c'est de mettre en place un petit outil, une petite feuille Excel ou un petit logiciel. Du coup, on travaille avec EDF sur ce sujet-là. Le but, c'est d'inciter les maîtres d'ouvrage qui ont des installations de ce type à faire leurs travaux pour faire des économies d'énergie, et faire ce type de travaux
Et du coup, l'outil servirait à, en rentrant quelques données précises et ciblées, ça permettrait d'être utilisé par un petit peu tout le monde, du coup, d'estimer combien de potentiel de kilowattheures énergétiques on pourrait économiser par an, et ça permettra à EDF de donner une idée de l'aide financière du coup qu'elle pourrait mettre dans le cadre de l'investissement pour les travaux. Voilà. Et le deuxième petit outil, j'en parle très rapidement, mais du coup c'est vraiment pas le sujet, mais c'est un petit tableau comparatif sur les différents systèmes de clim. C'était le deuxième volet, entre un split, un DRV et un groupe d'eau glacée. Voilà. Je laisse la parole à... Merci. Nous arrivons donc à l'autre projet après Climater Protect Solam, qui sera donc présenté par Tom Bourgault du CIRBAT. Donc je vous laisse la parole, et ce projet a pour ambition d'étudier l'impact des protections solaires pour baisser la consommation d'énergie. C'est ça, merci beaucoup, merci à tous. Donc je suis Tom Bourgault, je travaille au CIRBAT. Peut-être qu'on peut passer à la présentation, si c'est possible. Je me suis trompé de flèche. Protect Solam, c'est un projet qui est porté par le CIRBAT. Le CIRBAT, c'est un service de la Chambre des métiers de l'artisanat de La Réunion. C'est donc le centre d'innovation et de recherche sur le bâtiment tropical. Alors la mission du CIRBAT, elle est vraiment d'accompagner les artisans, en particulier en termes d'études, en termes de développement d'outils et de création de formation, en ce qui concerne le CIRBAT sur le bâtiment tropical. Et donc c'est à ce titre que je participe au programme Ombré, et donc que j'ai pu présenter avec le bureau d'études Imagine, que je salue, et l'université, le projet Protect Solam. Le but de Protect Solam... Oula. Ah oui. Peut-être que si je rappuie dessus... Allez, je viens vous donner un petit coup de main. J'ai touché la mauvaise touche. Encore. On y est bientôt. Voilà, c'est parfait. Le but du projet Protect Solam, excusez-moi pour la petite interruption, c'est donc de créer un outil en fait qui est à destination des artisans et qui va leur permettre de mesurer en fait l'efficacité d'une protection solaire qu'on a appelée des lames brise-soleil, donc qui sont des lames inclinées qui sont mises devant les vitrages et qui permettent de créer en fait un effet d'ombrage et de protéger les bâtiments contre le rayonnement direct du soleil qui a tendance à générer de la surchauffe à l'intérieur des bâtiments. Donc le but du projet, c'est de créer un outil qui sera par la suite repris sur un site internet avec associé à ça l'ensemble des données et des textes réglementaires et des informations qu'on peut trouver au niveau de la protection solaire. Et c'est un projet qui a été développé pour le territoire de La Réunion et le territoire de Mayotte. Les premiers résultats, donc depuis 2020, ce qui a été réalisé, c'est déjà fixer tous les paramètres d'entrée. On parle ici des paramètres du bâtiment, donc combien d'orientations de façade est-ce qu'on a fixé. On a fixé en fait les 8 orientations principales, les 4 points cardinaux, plus nord-est à sud-ouest. On a fixé en plus de ça les paramètres géométriques des protections solaires, donc à savoir leur inclinaison, l'espacement, la largeur des lames et également l'espacement du plan de la protection par rapport au vitrage qu'on veut protéger. Et donc ce qui est en cours de création par l'université, donc c'est plusieurs ABAC qui vont permettre de déterminer de manière graphique l'efficacité liée à un choix de certains types de paramètres. J'aurai l'occasion de vous les présenter juste après. Et puis un outil qui sera porté en ligne. Donc le site internet protectsolam.fr a été déposé par le prestataire et donc on est en cours de développement et en cours d'ajout de contenu. Je rentre un petit peu plus dans le détail. C'est donc ce genre d'ABAC qui seront présentés et remise en forme. Ici, elle est un petit peu hors cadre. Vous pouvez voir donc dans les 2 premières colonnes, donc la colonne qui est vraiment coupée tout à la gauche, c'est l'espacement du plan de la protection solaire par rapport à la paroi.
La deuxième colonne en blanc, on parle ici de l'anthrax entre les lames, donc en fait la distance qui sépare les différentes lames. Et au niveau des lignes, la première ligne tout en haut, il s'agit de la largeur de lame, et la deuxième ligne grisée, c'est l'orientation. Donc en fait tout ça, vous voyez que c'est un certain nombre de paramètres, et donc chaque coefficient représenté donc, dans le tableau a été simulé par simulation thermique dynamique. Et donc ce coefficient, donc les chiffres qui sont affichés ici, ce sont des coefficients d'ensoleillement dynamique. Donc en fait c'est le ratio entre l'énergie qui a été transmise à l'intérieur du bâtiment simulé avec protection par rapport à le même résultat mais sans protection. Donc en fait on compare l'impact concret obtenu grâce à la protection solaire. Ici, ce qui a été rajouté par l'université, c'est un petit code couleur qui va permettre de faciliter la lecture, en particulier pour les artisans, qui restent la cible principale de l'outil. Donc en fait, voilà, quand vous avez les colonnes complètement grisées et noires, c'est qu'en fait la configuration géométrique est impossible. Donc notamment, voilà, quand alors, ça se voit pas très bien, mais pour les premières, donc de la première bloc de données, il y a un espacement qui est prévu de 5 cm par rapport au plan du vitrage, et donc toutes les lames qui sont supérieures à 20 cm créent en fait une incompatibilité géométrique. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu les modéliser, et en fait finalement ce code de couleur il vous permet assez facilement de vous rendre compte qu'en fonction de certains paramètres on va avoir des protections solaires qui sont adaptées, qui vont permettre réellement de bloquer une bonne quantité de chaleur à l'extérieur du bâtiment. Et dans un autre cas, elles vont être jugées insuffisamment efficaces, et donc on laisse un peu trop de chaleur rentrer. Les perspectives donc, qui vont suivre ce projet, c'est de continuer à sensibiliser en particulier les artisans sur la bonne réalisation des protections solaires. On le fait encore une fois avec Imagine sur de la formation. On va créer une formation dédiée à la rénovation sur les menuiseries. Mais également, on l'espère pour le Ombré 2, faire essaimer l'outil sur d'autres territoires. Donc, notamment, j'espère, en Antilles, où on a déjà commencé à travailler avec des partenaires pour qu'ils puissent refaire des simulations adaptées à leur propre spectre solaire, à leurs propres conditions. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Toujours un petit signe de la main. Et le micro vous parvient. Oui, j'aurais une question justement sur les lames. Est-ce que intervient la composition de la lame, si elle est en métal, si elle est en alu, en bois, parce que ça change quand même sur la chaleur qui est transmise ou protégée? Alors, c'est une des limites qu'il y a par rapport au projet. On a vraiment étudié ici le côté géométrique, donc en fait le côté, on va dire le pourcentage d'ombrage qui est généré par les configurations géométriques. Il manque effectivement, pour compléter ce projet, en particulier lorsqu'on fonctionne en ventilation naturelle, l'impact du choix du matériau, donc entre de l'alu et du bois par exemple, va y avoir une vraie différence. Par contre, par rapport à ça, on a quand même choisi de modéliser un bâtiment qui peut être climatisé, donc dans lequel on suppose que les fenêtres sont fermées, et donc dans lequel en fait, l'impact de la chaleur générée par la lame sera un peu moindre par rapport à une ventilation naturelle. Donc dans un cas, en fait, l'air qui va rentrer dans le logement peut être chauffé par la lame qui récupère la chaleur, et dans l'autre cas, on peut quand même, je dirais pas négliger, mais quand même diminuer l'impact, parce qu'on fonctionne du coup en fait on fonctionne avec un logement climatisé, et donc on suppose qu'il n'y a pas de ventilation naturelle. Mais je rejoins le fait qu'il manque effectivement cette partie de thermique. Alors, pour compléter ce que Tom vient de dire, on a pris la précaution quand même d'écarter les lames de la façade pour créer une ventilation d'air entre la lame et la fenêtre. Et comme ça, essayer de refroidir au final l'air qui doit passer quand on est en ventilation naturelle. Ça, c'est le complément que je voulais faire. Merci. Moi, j'ai des questions. Alors, c'est un peu compliqué puisque je suis dans le projet. J'ai une question pour Christophe. Pourquoi? Alors, deux questions. Pourquoi
pourquoi. Pourquoi on était initialement, dans le temps, on faisait des 22 voies. On est passé entre 23 voies et là, on est en train de revenir sur les 22 voies, d'une part. D'autre part, sur les résultats qui ont été apportés, est-ce qu'on n'a pas une part, finalement, de la sensibilisation du maître d'ouvrage? Et donc, comme tu l'as dit au départ, il a fait ses propres travaux qui ont réduit déjà la consommation. Donc, dans la part du gain final, quelle est la part qui est liée à l'installation qu'on a fait et la part qui est liée à la sensibilisation du maître d'ouvrage? Merci. La première question, les 22 voies. Non mais ouais, bonne question, parce que c'est vrai que du coup, historiquement, il y a très longtemps, du coup, les installations d'eau glacée, elles se faisaient en débit variable, sans problème, je pense. C'est toujours quelque chose qui existe. En fait, on n'est pas novateur dans le système, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et c'est vrai que ça a été un peu abandonné, parce que de ce qu'on a un peu cherché et trouvé, du coup, a priori, c'est que pour les mises en service des installations, c'était quand même beaucoup plus simple d'être en 23 voies, d'avoir un débit fixe et de ne pas avoir besoin de réguler du coup sur le débit d'eau glacée qui circule dans les bâtiments. Donc il y a l'habitude un peu qui a été prise du coup, et surtout je pense la technique aussi, les vannes à l'époque elles étaient peut-être pas les mêmes il y a 30 ans du coup, et du coup l'habitude a été prise par les installateurs, par les bureaux d'études, par tout le monde de préconiser des installations à 23 voies avec un débit fixe. Aujourd'hui, on voit que ça évolue du coup parce que ça change. On a des nouvelles vannes de voies qui existent, des vannes autorégulantes du coup qui permettent d'équilibrer plus facilement un réseau d'eau glacée. Et d'ailleurs aujourd'hui, sur tous les bâtiments neufs qu'on fait, on se pose même pas vraiment la question. Aujourd'hui, on passe sur des installations, des bivariables, vannes de voies sur les terminaux. C'est classiquement ce qui est fait. Là, notre projet, nous, il concerne vraiment du coup la tranche des bâtiments existants qui a été construit dans les 30 ou 40 dernières années du coup, et qui serait à débit fixe et sur lesquels on pourrait jouer du coup sur ce volet-là et sur la part de la consommation des auxiliaires. Ça répond à la question. Et la deuxième question, du coup, en effet, on a eu quelques petits déboires, du coup, on va dire, sur le site pilote qu'on a suivi, parce qu'on a eu des soucis. Le maître d'ouvrage, il a perdu son groupe de froid en plein été l'année dernière, donc ils ont dû le remplacer. C'était pas prévu qu'il soit remplacé. Finalement, il a été remplacé. Donc c'est vrai que le gain qu'on a, du coup, et qu'on a présenté là, j'ai bien noté dans la petite présentation, c'est lié du coup au changement de groupe et au changement de vanne, du coup, et au passage en débit variable. Donc on a gagné encore plus que si on avait juste... Ce qu'aurait été possible de faire, en fait, c'était juste d'intervenir sur la pompe, de mettre un variateur sur la pompe et de changer les vannes. Et on n'aurait pas gagné autant parce que du coup, aujourd'hui, on est passé sur un nouveau groupe qui est plus performant énergétiquement, qui a un meilleur coefficient énergétique. Donc c'est la part, par contre, on l'a pas vraiment. On voulait un peu l'estimer, on va peut-être essayer de l'estimer, mais c'est pas tant que ça en réalité. Enfin, c'est une part. Vas-y. Juste les vannes. C'est ça. Ben, il est plus important. Et important de souligner quand même le premier graphe, du coup, c'est la conduite d'installation. Enfin, c'est vraiment, nous là, on parle d'économiser de la technique, etc., de mettre en place des systèmes techniques, mais vraiment, l'enjeu majeur, je pense, pour tout le monde aujourd'hui, c'est d'économiser de l'énergie. Et il y a un truc qui est tout simple, ça coûte 0 €, c'est juste de conduire son installation et de la couper. Pour couronner, en fait, effectivement, l'étude s'est faite en hiver, donc là, on n'a pas encore véritablement les véritables retours. Là, on va essayer de continuer l'étude sur cet été, et je pense que le gain sera plus que 7 à 8%. Ouais, enfin théoriquement du coup le gain il est quand même maximum en hiver où il y a moins de besoins et où du coup la part de l'auxiliaire et de la pompe représente plus du coup qu'en été. En été du coup il y a les compresseurs qui tournent et du coup on a moins de gains potentiels en été normalement, mais on aura quand même un gros gain, ouais, je pense. Et une question toute simple, Climater s'adresse à des bâtiments existants du tertiaire. Est-ce que vous avez une idée du parc à La Réunion ? Du nombre de bâtiments concernés? Le nombre de bâtiments, non. Par contre, c'est compliqué à dire. Après,
Après, c'est vrai que nous, sur tous les bâtiments sur lesquels on travaille tous les jours, en fait, on le voit, je pense qu'il y a 90% des bâtiments tertiaires aujourd'hui qui pourraient être concernés. Alors après, combien de bâtiments ça fait, je ne sais pas dire. Mais et il y en a quand même quelques-uns qui sont aujourd'hui... Enfin, après, il y a différents systèmes qui existent sur des grosses installations. On est déjà sur du débit variable, mais avec une boucle secondaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du coup, mais il y a des gros bâtiments qui sont déjà climatisés avec des systèmes à débit variable. Il y a une partie fixe et derrière tout ce qui est distribué dans le bâtiment, on a une partie variable. Nous c'est vraiment sur les bâtiments où il y a une seule boucle de circulation, où on est systématiquement à débit fixe sur ce genre d'installation. Et ça représente la grosse part des bâtiments quand même tertiaires. Merci Christophe. Est-ce que vous avez des questions concernant juste Protexolam, s'il vous plaît? On vous laisse conclure. Ouais. Juste simplement, Christophe, est-ce que vous avez pu comparer un petit peu la détente directe à un groupe d'eau glacée, justement en termes de... Juste ma petite question. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en fait. Pour finir le projet Ombré, on doit le clôturer avant mi-décembre et du coup c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas encore les données sur ce volet-là en fait parce qu'on a pris vachement de retard du coup sur la partie volet 1 au glacé et du coup il faut absolument qu'on se concentre sur le deuxième volet. Mais c'était quand même le plus important, c'était quand même le volet 1 pour nous, du coup c'était vraiment le cœur du projet. Mais on va dresser le petit tableau comparatif. Monsieur. Bonjour, une question pour le projet Solam. C'était dans les simulations que vous avez faites, est-ce qu'il y avait des contraintes liées à l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel? Parce qu'à trop protéger, est-ce que par hasard on ne devrait pas rajouter de la lumière artificielle? Oui, je vous remercie pour la question. Je n'ai pas pris le temps de le représenter dans le petit pitch. On a effectivement eu 2 coefficients qui ont été calculés durant les simulations. Donc il y en a un qui concerne vraiment l'économie d'énergie, ce qu'on a appelé le coefficient d'ensoleillement dynamique. Et l'autre coefficient qui est en parallèle, qui a été simulé, c'est le coefficient d'ensoleillement ou le coefficient lumineux dynamique. Je n'ai plus le nom exact qui a été donné par l'université. Mais on a mené les 2 études en parallèle et le procédé est le même. On a comparé en fait l'impact de la protection. On a fait une case à blanc et une case avec protection. Et en fait, on a regardé, on a fait le ratio entre lorsqu'on met la protection, de combien ça diminue l'éclairage naturel. Et cet éclairage naturel, on l'a défini par rapport on va dire à la norme un peu classique, un plan de travail situé à 70-75 cm d'épaisseur. Donc en fait, pour assurer un confort en particulier en termes de travail sur un bureau. Donc il a été mené en parallèle. Je ne l'ai pas présenté ici parce qu'on je comptais plutôt accentuer sur le gain d'énergie, mais il est fait en parallèle et donc l'outil qui a vocation à être créé montrera effectivement le rapport entre les deux. C'est-à-dire d'un côté le gain en énergie et de l'autre côté l'impact sur le confort visuel en termes de temps de sollicitation d'un éclairage artificiel rajouté. Alors, on n'a pas... Je comprends la question. On a choisi sur le projet de ne pas parler de consommation globale et de se focaliser vraiment uniquement sur en fait, le gain en protection directe de rayonnement. Le fait est, étant donné la même question, pour rejoindre la question qui avait été posée par Madame Morel, si on commence à prendre en compte en fait, la chaleur qui est donnée par les lames, la chaleur qui est réimpactée, l'éclairage, la quantité d'énergie qui est consommée avec l'éclairage artificiel, finalement, il vaut peut-être mieux faire une simulation dynamique, thermique dynamique complète sur un bâtiment et pas forcément essayer de le simplifier. Le but de l'outil, ça reste quand même vraiment de pouvoir, pour un artisan, vérifier si ces hypothèses de conception vont lui permettre de bien protéger le logement et à côté, et c'est pour ça qu'on a quand même créé un deuxième coefficient, de ne pas trop l'assombrir. Mais il n'y a pas de calcul global sur une consommation énergétique. Je pense qu'une simulation thermique dynamique serait plus appropriée dans ce cas-là. Une dernière question. Bonjour, moi j'avais une question pour le projet Climaterre. Est-ce que vous avez étudié différents régimes d'eau glacée ou vous êtes resté sur le classique 7-12 ?
On est resté sur le bâtiment qu'on a suivi, du coup on est resté sur, on n'a pas fait varier les régimes d'eau glacée. Là c'était vraiment juste voir l'impact lié à la consommation de la pompe. On est resté sur du 7-12 du coup. Parce qu'il y aurait potentiellement des gains aussi à faire sur l'augmentation de ces régimes d'eau glacée. Ah oui, mais je suis assez surpris que ça ne soit pas encore pris en compte par exemple. Oui, il y en a beau, mais il y a aussi sur la limitation de la consommation de la clim et pas climatiser l'hiver. C'est vrai qu'il y a plein de sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup il y a des trucs qui sont très simples et qui coûteraient rien en fait au maître d'ouvrage. Et c'est vrai que c'est les premières actions à mettre en place du coup, et c'est à partir de là que derrière il faut éventuellement faire jouer la technique du coup pour gagner encore plus. Mais c'est vrai que les premières économies du coup c'est celle-là, ouais. Donc c'est pas pris en compte. Ces échanges techniques pourront se poursuivre tout à l'heure. On arrive à l'avant-dernier projet, celui du MOOC, qui nous fera voyager entre La Réunion et Mayotte. C'est un MOOC conception paysagère et aérolique en milieu tropical. Et c'est Simon Chauvat, qui est ingénieur pour le bureau Résilience, qui nous le présente. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter le MOOC Cap sur les tropiques comme conception aérolique et paysagère en climat tropical. C'est un projet qui a été porté par le bureau d'études Le Réunion, qu'Adrien a présenté, avec VeryUp qui est spécialisé en ingénierie pédagogique et ARS Images pour tout ce qui est vidéo. Et ce projet a été financé, outre Ombré, il a été également financé par EDF Réunion et l'ADEME qui sont présents. Donc c'est chouette, et cette formation qui dure une dizaine d'heures, elle se clôture le 22 novembre. Et après, il y aura une seconde session qui aura lieu le premier trimestre 2023. Voilà, c'est à destination de tous les acteurs de la construction de manière générale, que ce soit les maîtres d'œuvre, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou des étudiants qui vont travailler dans le domaine du bâtiment. Voilà, c'est vraiment fait pour tout le monde. On a essayé d'être relativement pédagogique, pas trop complexe. Donc c'est une vidéo, on va dire, entre le grand public et l'expert, dans le sens où on a essayé de le faire accessible, sans prérequis, on va dire, mais il y a quand même des notions assez techniques au cours des formations, pour la formation. Donc voilà. Alors, qui intervient dans le MOOC? Alors du coup, c'est des experts. Il y a des experts en aérodynamique, notamment monsieur Benoît Blanchard. On est parti à la soufflerie Eiffel pour qu'il nous explique un petit peu qu'est-ce que le vent, pourquoi c'est important de fonctionner en ventilation naturelle dans des espaces, comment on intègre le phénomène vent dans les projets bâtis et urbains. Donc il y a lui, il y a Michel Reynaud qui est urbaniste, architecte, paysagiste chez le Réunion, qui a pas mal de modules de formation. Il y a Antoine Perrault, il y a Marie Payette ici présente qui nous parle du bienfait du végétal, notamment elle a travaillé sur le projet Jaco des jardins pour le confort, et donc du coup nous fait un petit retour d'expérience sur son projet de recherche qu'elle a pu mener. Voilà, il y a Estelle Técher de la CEMADER pour nous présenter le projet Cœur de Ville, la possession. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est déjà pas mal. Donc un grand nombre d'intervenants pour 10 heures de MOOC, et je crois qu'on va pouvoir, si tout se passe bien, regarder un extrait. De construction neuve représente 1,5 tonne d'équivalent CO2 en métropole et bien plus dans les territoires ultramarins. Ce n'est pas un secret. La construction de bâtiments et de villes en climat tropical a un fort impact environnemental qu'il est nécessaire de réduire. Mais comment? Le MOOC Cap sur les tropiques, ou conception aérolique et paysagère en climat tropical, vous apportera des réponses concrètes, durables et efficaces sur 2 éléments fondamentaux de la conception passive en climat tropical, que sont la ventilation naturelle des espaces bâtis et les jardins. Ce MOOC vient compléter les 3 formations Bien construire en climat tropical présentes sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Cette formation s'articulera autour de 5 séquences comprenant chacune 3 à 4 modules. Chaque semaine, vous retrouverez une séquence inédite avec des experts en la matière. Je vous donne donc rendez-vous à partir du jeudi
11 octobre 2022 pour le début de cette nouvelle formation. Trois MOOC, celui-là c'est le 4e, il y en aura un 5e? Je sais pas, on va voir. Non, pour l'instant, l'idée c'est plus que ce MOOC-là soit traduit en anglais et diffusé à travers l'ADEME internationale sur d'autres territoires en climat tropical. Vous avez des questions? Eh bien, merci Simon. On va faire un petit jeu de chaises musicales pour accueillir Cyril Ouaro pour la dernière présentation de ce séminaire. Je crois qu'on est dans les temps. C'est une étude sur le retour d'expérience sur la climatisation qui a été portée par la SPL Horizon. Peut-être vous présenter, Cyril, par rapport à la SPL Horizon. Merci. Oui, du coup, comme l'avait présenté Pierre-Yves en introduction, donc on est partenaire Ombré local, partenaire privilégié entre guillemets. On a travaillé, nous, donc pas du tout sur la partie projet incubé qui a été présenté ici, mais plus sur le reste du programme Ombré, notamment le REX bâtiment performant qui a porté sur 20 bâtiments. On a travaillé aussi sur la production de divers livrables, des rapports, 12 enseignements. Vous avez eu quelques exemplaires à l'entrée, mais qui ne concernaient pas nos thématiques à nous, qui ont été réalisés sur d'autres territoires. Donc nous, c'est plus sur la climatisation et l'eau chaude solaire. Donc vu le sujet aujourd'hui, on va juste vous parler de la climatisation. Mais juste pour vous dire que les différents livrables qui ne sont pas forcément disponibles physiquement aujourd'hui, on reviendra vers vous au fur et à mesure pour vous les fournir gratuitement. Et il y a d'ailleurs certains livrables qui sont déjà en ligne, donc on fera le lien sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Donc pour parler très rapidement de la climatisation, parce que tout ça est très timé, donc quelques éléments de contexte. Donc on en a parlé, il y a 3 grandes technologies, les split systems, les DRV, les groupes d'eau glacée. Ce que je souhaitais aussi mettre en avant en supplément par rapport aux différentes contributions, c'est notamment parler de l'essor de la climatisation solaire. On va en parler rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Une question sur le stockage de froid, même si ça reste un peu sporadique, mais il y a peut-être des gens qui se posent des questions, donc on va voir est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Et puis il y a un gros sujet, c'est depuis 2020 et les différents arrêtés modificatifs, c'est l'arrêté TACIR, qui, comme vous le savez peut-être, et sûrement pour certains d'entre vous, oblige les bâtiments de plus de 1000 m² TACIR, il y a quelques exceptions, mais pour la plupart, ils sont concernés, à faire des économies d'énergie. Donc en gros, il y a des méthodes. Méthode d'une valeur relative. Pour garder un chiffre, on va dire qu'en 2030, il faut sur ces bâtiments réaliser 40% d'économie d'énergie en 2030 par rapport à une année de référence. Donc, par exemple, en 2030, faire moins 40% de consommation par rapport à l'année 2019. Donc tout ça est relativement compliqué. Ça passe par de la maîtrise de la demande en énergie, par des travaux de rénovation thermique énergétique. Ça passe par de la sensibilisation, de l'optimisation des systèmes et éventuellement, le cas échéant, en supplément par la production d'énergie renouvelable, le cas échéant plutôt photovoltaïque en autoconsommation. Sachant par ailleurs que tout ce qui est revente et revente partielle sont totalement exclus de l'arrêté TACIR. Il y a une deuxième méthode, je ne vais pas aborder plus que ça, qui n'est pas encore arrivée dans les DOM, mais sachez qu'il y a un arrêté qui va arriver en début 2023, qui va nous donner des ratios de consommation. Tout à l'heure, on parlait des 500 kWh par mètre carré. Là, par exemple, pour le TACIR, le ratio pressenti, on serait plutôt sur du 49 kWh par mètre carré, d'après les derniers chiffres, mais on attend la confirmation dans l'arrêté. Donc, sur ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est que l'ensemble du CAQ a bien entendu son importance. On a parlé de la partie distribution, mais il y a aussi tout ce qui est qualité des réseaux, qualité intrinsèque sur le calorifuge, mais aussi à l'intérieur des réseaux sur l'eau glacée, l'équilibrage hydraulique, on l'a évoqué aussi, très important, le calorifugage et bien en amont, le bon dimensionnement des groupes et des pompes de distribution. On parlera aussi très rapidement du suivi de consommation.
Juste pour finir l'introduction aussi, donc comment ne pas rappeler la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été adoptée sur la période de 19-28. Donc tout simplement, on ne va pas retenir les chiffres, mais l'idée c'est juste qu'il faut réduire la consommation d'électricité de l'île en 2023, en intermédiaire, et 2028 par rapport à une année de référence, et on a là le chiffre en cumul, donc qui est quand même relativement important. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a, ce qui avait été présenté par Pierre-Yves un petit peu là en introduction, c'est qu'on a visité une vingtaine de bâtiments sur l'île, des bâtiments dits performants, et on a fait des constats. Donc on a utilisé la méthodologie REX bâtiment performant de l'AQC, qui se base avant tout sur du constat visuel, ce qui n'est pas chose aisée, vous me direz, quand on regarde des systèmes et même à l'intérieur des systèmes. Donc on a quand même essayé d'aller plus loin en essayant d'avoir de la documentation, des données de consommation, de monitoring, des CCTP, des DCE, des DOE, etc. On n'a pas forcément tout eu, mais on va vous présenter ici quelques enseignements. Donc l'idée, c'est qu'à partir de ces 20 bâtiments exemplaires, on a fait donc des constats. Les autres partenaires sur les 4 DOM, sur les 3 autres DOM, ont fait exactement la même chose. On a renseigné la base de données AQC, base de données qui est par ailleurs alimentée par les 4 DOM depuis 3-4 années au minimum, ce qui fait qu'on a globalement plusieurs dizaines de bâtiments qui sont renseignés avec des occurrences sur certains faits. Et notre travail à nous, ça a été de faire ressortir les principaux enseignements sur la climatisation. Donc c'est juste, c'est pas forcément les plus importants en termes d'impact énergétique, c'est juste qu'ils ont été classés par une méthodologie d'analyse par rapport à leur occurrence, leur fréquence, leur importance, voilà, etc. Donc là, on va juste vous présenter quelques exemples. Et ensuite, comme je vous dis, il y aura le rapport 12 enseignements, qui n'est pas un guide, qui n'est pas une règle de l'art, mais qui donne juste 12 enseignements qui sont ressortis de cette analyse terrain. Donc je vais vous présenter quelques exemples très rapidement pour vous montrer un petit peu le principe. Donc là, par exemple, sur le premier sujet, calorifuger et entretenir les réseaux d'eau glacée, en fait, on a 2 sujets. Sur le constat de non-qualité, c'est qu'avec le temps, les réseaux d'eau glacée connaissent une dégradation, non seulement au niveau de leur calorifuge extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec notamment la présence de boue. Donc, je ne sais pas si on voit très bien dans la salle et en visio, mais on a la photo de gauche là, donc un calorifuge qui est, on ne dira pas forcément adapté, ou en tout cas qui est assez sensible aux UV, qui se dégrade assez rapidement et qui nécessite un entretien quand même assez régulier. Et ce qu'on néglige souvent, c'est qu'au final, ce type de calorifuge, surtout en toiture, il y a souvent du passage à proximité des agents d'entretien, de maintenance qui passent avec le matériel, des échelles, etc. Donc ça peut blesser le calorifuge et l'endommager. Il y a aussi les UV, bien entendu, qui dégradent le calorifuge. Voilà, donc tout ça, ça peut entraîner des brèches, des fissures qui entraînent l'entrée d'eau par la pluie, les infiltrations, extensions, la stagnation d'eau dans le calorifuge. Donc très rapidement, le calorifuge, il perd tout son intérêt, son pouvoir thermique, on va dire. Donc ce genre de choses, il vaut mieux éviter en extérieur. Il faut vraiment penser à protéger son calorifuge, avoir un matériel assez adapté. Donc ça, c'est à l'extérieur du circuit de froid. Et la photo de droite, en l'occurrence, là, c'est à l'intérieur des réseaux. Donc, c'est une photo qu'on a prise lors d'une opération de maintenance, notamment sur un des bâtiments de CBO où on est logé. Donc là, on voit sur un palais magnétique tous les oxydes métalliques, donc toutes les impuretés qui sont à l'intérieur du circuit d'eau glacée. Et voilà, donc je vais passer juste aux principaux impacts. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des pertes énergétiques principalement, de la stagnation d'eau entre la tuyauterie et l'isolant. Bon, là, j'ai mis corrosion, mais c'est vraiment un cas très très extrême. En tout cas, juste pour dire qu'il y a l'eau qui peut rentrer dans le calorifuge et fortement le dégrader, et peut-être certains composants, certains types d'alliages sur les réseaux, etc. Et surtout, au niveau des boues dans les réseaux, on a une obturation potentielle et en fin de course des batteries de terminaux dans les boues, ce qui peut préjudicier aussi sur les performances. Donc, on est là dans les cas extrêmes, mais on peut avoir éventuellement une diminution de la section entraînant une diminution du débit de glacé effectivement distribué. Et donc tout ça, ça fait aussi de la surconsommation énergétique, surtout qu'on est en débit fixe, ce qui va forcer la pompe à tourner un peu plus. Voilà, donc ça c'est les principaux impacts. Après on a donc sur l'idée, la présentation c'est toujours comme ça, ce sont des constats de non-qualité, les impacts, des solutions correctives quand il y en a, donc on va dire c'est du curatif, et après on a vraiment les bonnes pratiques, c'est tout ce qui est préventif.
Donc là, par exemple, en solution corrective, pour les calorifuges, donc sur le type de calorifuge que je vous ai présenté, c'est de mettre à minima une couche de peinture protection anti-UV tous les 2 à 3 ans. Et sur la partie distribution glacée, par exemple, mettre en place un clarificateur, un système de désembouage, des filtres sur les réseaux d'eau froide et réaliser régulièrement cette opération, on va dire, de nettoyage de l'eau glacée. Voilà, bonne pratique maintenant. Donc ça c'est plus en préventif. Nous on invite, et ce qu'on dit dans le rapport, c'est vraiment de la discussion. On ne veut pas imposer des choses, on ne se prétend pas plus expert que les autres. C'est juste une discussion, mais par exemple, ce sont des pistes de préconisation là. Proscrire les manchons souples sur les réseaux extérieurs, et éventuellement les collecteurs principaux à l'intérieur. Utiliser plutôt de préférence des complexes calorifuges avec une coque extérieure solide. Ça peut être de tout type, ça peut être une coque PVC extérieure, ça peut être une membrane élastomère ou autre qui résiste aux UV, ça peut être une membrane bitumeuse. Enfin, on a divers produits maintenant qui sont présents sur le marché qui répondent bien à ces points-là. Bonne pratique également, traiter les points faibles avec un renforcement d'isolant, notamment quand il y a des travées assez de murs, de cloisons, etc. Bien traiter ces points singuliers-là. Et globalement, au niveau de l'installation, prévoir directement ou intégrer des attentes ou même les systèmes de traitement d'eau. Donc notamment prévoir un système de désembouage, comme on l'a dit, sur les réseaux d'eau glacée. Donc ça c'est un premier constat un premier enseignement que je vous présente. Maintenant on va passer sur un deuxième très rapidement. Celui-là est assez évident, c'est que globalement on a tous dit que on prend un chiffre moyen de consommation de 50% de part de consommation due à la climatisation dans le TSIA, mais globalement, au cas par cas, effectivement, ça peut varier. On peut descendre peut-être à 30% sur un bâtiment climatisé, ça va dépendre s'il est climatisé en hiver, s'il y a des coupures le soir, si la coupure c'est à 16h, c'est à 18h, s'il y a des événements le samedi matin, enfin ça dépend beaucoup. On peut monter à 80% de consommation de clim également. Là, par exemple, sur cette photo, le constat visuel, c'est que c'est un vieux groupe, on ne sait pas combien on consomme en réalité. Donc à partir de là, combien on peut économiser, on ne sait pas vraiment. On peut avancer des pourcentages, mais difficile à dire. Donc il faut un certain nombre de connaissances. Donc les principaux impacts, c'est qu'on n'a pas forcément une très bonne connaissance des consommations liées à la climatisation. Et quand je dis consommation, ce n'est pas juste le kilowattheure par an, c'est aussi les courbes de charge, les puissances appelées, éventuellement les puissances résiduelles s'il n'y a pas de coupure le week-end, si par exemple il y a quand même une pompe qui tourne en continu 24 heures sur 24, c'est tout ça, c'est les appels de puissance et la consommation. Il y a aussi au niveau des impacts peut-être des problèmes d'ajustement entre l'abonnement électrique du site qui peut être surdimensionné pour prévoir justement cette part de consommation s'il n'y a pas eu vraiment d'études au préalable. On rencontre toujours des sites avec selon nous des abonnements surdimensionnés, donc il y a peut-être des ajustements à faire. Et puis, comme je disais, l'absence de détection de dérive. On peut être sur des groupes qui sont assez bien gérés avec des systèmes d'horloge ou d'horloge intégrée au groupe carrément. On peut avoir des déprogrammations, on peut avoir des pannes d'horloge, on peut avoir des incidents. Et finalement, à l'œil nu, difficile de le détecter. Donc, on le verra en général sur la facture EDF, mais bien après. Donc, on a du mal à détecter rapidement ces dérives-là. Une panne d'horloge, par exemple. On a aussi l'absence d'identification des pistes d'amélioration de nos performances. Je vous parlais des consommations le week-end, la nuit, les consommations résiduelles, ce qu'on appelle le talon. On a du mal à voir ces puissances et ces consommations en jeu-là. On va dire ces gaspillages d'énergie. Et enfin, le dernier trait, c'est la difficulté pour suivre le gain des actions que l'on souhaite mettre en place. Parce que c'est bien de mettre en place ces actions, mais c'est encore mieux si on arrive à chiffrer le gain. Je fais référence à la discussion de tout à l'heure. Donc, d'où l'importance de mettre en place un minima des compteurs d'énergie électrique sur le groupe foie, voir sur la pompe de circulation si elle est déportée. On peut prévoir des modes de relevé manuels quand on n'a pas des compteurs communicants. Donc, ça peut être un agent qui passe et qui fait des relevés régulièrement, ou par la télérelève. Mais il faut également, ça c'est de la technique, c'est facile, c'est finalement peu cher. Après, par contre, ce qui est plus compliqué, c'est l'analyse. Là, il faut quand même penser à avoir quelqu'un. Et après, toutes les structures ne sont pas dimensionnées pour, mais il faut avoir quelqu'un avec un minimum de compétences techniques qui soit formé à tout ce qui est énergie, maintenance, etc., qui
qui arrive à interpréter ces données. Voilà. Donc les bonnes pratiques, c'est prévoir dès la conception la mise en place de systèmes de comptage d'énergie, comme je disais sur le groupe, voir sur les unités intérieures, mais en général on en a beaucoup, donc c'est un peu plus compliqué, et éventuellement si on va aller très loin sur les très grosses installations, ou si on est sur des sites avec des normes ISO ou autres, on peut également éventuellement compter les frigories. Comme je disais à l'instant, désigner impérativement une personne, voire peut-être même au niveau de sa fiche de poste avec ces tâches-là qui lui sont assignées, une compétence, de la formation, de l'information. Prévoir aussi du budget tous les ans pour tout ce qui est maintenance, formation de cette personne, etc. Et quand c'est pas possible en interne parce qu'on a une petite structure, penser peut-être à externaliser cette mission. Hein. On a pas mal de bureaux d'études compétents à La Réunion, d'autres prestataires environnement en général qui peuvent assurer ce suivi-là. Donc là, par exemple de bonnes pratiques, un système de GTC avec du comptage. Là, on voit très bien une coupure le matin, une coupure le soir. On a les consommations, on a tout ce qu'il faut. Voilà, plus une personne formée au suivi. Donc là, c'est impeccable. Donc voilà, je ne serai pas plus long parce que le temps est très limité, j'ai peut-être déjà débordé un petit peu. Juste pour vous dire qu'on a, comme je disais en intro, d'autres livrables qui seront à disposition, notamment des photos commentées, parce que le programme Ombré de l'AQC souhaite toucher un public assez large. Donc ça va du maître d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, ils sont déjà au courant on va dire, mais les maîtrises d'ouvrage, les différentes équipes techniques de ces maîtrises d'ouvrage, les étudiants de la filière en licence professionnelle, en master génie civil, etc. Donc il y a des supports comme ça, des photos commentées, des vidéos tutoriels sur site, des vidéos tutoriels, donc voilà, j'ai mis quelques copies écran, tout ça pour vous dire que tout ça sera disponible rapidement. Vous pouvez passer par la SPL, mais de toute façon on fera une communication un peu plus large et tout sera ça à disposition, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger régulièrement sur ces différents sujets. Voilà, je termine là-dessus. Merci à vous. Merci Cyril, est-ce que vous avez des questions? La présentation était bien complète. Juste pour revenir sur la valeur absolue, justement sur les bâtiments tertiaires, tu parlais tout à l'heure de 49 kW par pour les mètre carré. bureaux, ouais, ce qui est pressenti. Ce qui est pressenti. Alors ça, est-ce qu'on a tenu compte effectivement de l'étude, parce que je sais c'est pour les DOM, Métropole c'est déjà fait. Simplement, je voulais savoir si on avait tenu compte, parce que sur les bâtiments tertiaires, généralement, tu as des consommations des parties privatives hein, à l'exploitant lui-même. Il y a aussi les parties communes dont on parlait des groupes froids. Est-ce que ces 49 kWh par mètre carré par an, ça suppose ces deux consommations? C'est ça ma question, parce que alors là, ça voudrait dire que sur l'ensemble, alors je ne sais pas s'il y a déjà eu une analyse complète sur l'île de la Réunion, 49 kWh par mètre carré par an, je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde à la Réunion qui est capable de les avoir. Voilà, j'ai dit ça en introduction, c'était surtout pour faire un petit peu peur, mais en fait ce sont les chiffres qui ont été présentés en webinaire de l'ADL. Je pense qu'il y a peut-être des gens de l'ADL qui nous suivent en visio. On avait souligné ce problème-là, que les deux ratios qui étaient présentés sur la typologie bureau et enseignement étaient peut-être un peu trop bas à notre estimation. Tout simplement, c'est dû au fait que lors de la première remontée de données, la première enquête, les résultats étaient issus de bâtiments dits relativement performants. Ensuite, il y a une année, de ce que j'ai compris en tout cas, je ne vais pas m'avancer à la place de la DEAL ou de la préfecture, mais de ce que j'ai compris, ils ont fait celui qui est chargé de mettre ça en œuvre, a fait une analyse statistique. Donc ils ont pris le premier quartile par rapport à des bâtiments de référence plutôt performants. Donc ce qui fait qu'on a des ratios relativement bas. Et donc nous effectivement en local on a fait remonter ce souci-là en disant bien qu'à notre connaissance il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui passeraient. Ça devait être pris en compte. Maintenant on attend l'arrêté. Et c'est vrai que sur la décomposition, je n'ai pas analysé ce qui a été fait sur l'arrêté métropole dans la décomposition, mais théoriquement, c'est déjà pas simple. mais voilà, déjà si on arrive à avoir les consommations renseignées de tous les locataires, du propriétaire, et que la somme des consommations parties communes plus parties privatives égale à la consommation réelle du bâtiment, sera déjà pas mal. Et ce sera vraiment itératif, et de ce que j'ai compris, vraiment là, c'est la mise en œuvre, c'est pas simple. On parlait tout à l'heure de données. Moi, j'avais déjà sollicité la préfecture, la DEAL, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de groupes de glaciers il y a sur l'île. Enfin, il y a peut-être des gens qui le savent. Moi, je ne sais pas. J'essaie de le savoir.
il y a des données qui nous manquent. Et pourtant, il y avait avant l'arrêté TSR, il y avait déjà des obligations sur certains bâtiments de faire des audits sur les groupes de plus de 12 kW froid qui devaient passer par la préfecture. Aujourd'hui, a priori, personne n'a plus accès à ces données-là. Donc, en fait, on manque de l'information, mais je suis d'accord avec vous, 49 ou 50, ce sera très compliqué. Ce que je voulais juste souligner, c'est que, de toute façon, par rapport à l'arrêté TSR, c'est clair et net qu'il y aura un gros travail qui devra être mené sur la climatisation. Voilà. Justement, de toute manière, les données, est-ce qu'il ne serait pas préférable, enfin, de voir avec la préfecture, le gouvernement, c'est de toute manière, tout le monde doit répondre à la plateforme, devra s'inscrire sur la plateforme Opérate. Alors, je précise bien sûr sur les bâtiments supérieurs à 1000 m², hein, donc la plateforme Opérate aura quand même une base de données qui sera quand même solide, sachant qu'ils auront normalement, chaque personne devra remplir sa partie privative et sa partie commune. Je pense que c'est à partir de là qu'on pourra travailler et avoir les données du moins sur l'île de la Réunion. Oui, selon oui. moi. Hein. Oui, de toute façon, ce qu'on a dit là, même si ça sort un peu du cadre de Ombré, mais c'est lié quand même. Là, on est quand même sur la méthode 2. On a quand même la méthode 1 des moins 40% en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. Sachant qu'à terme, on se dirigera vers une seule méthode, c'est la méthode des ratios, donc la méthode 2, valeur absolue. Donc il y aura sans doute un processus itératif, hein, on apprend de ses erreurs, peut-être qu'au départ ça sera un peu compliqué, mais peut-être qu'au final on va y arriver. Encore une fois, moi tout ce que je veux dire, c'est qu'on a vu les consommations, on en a parlé beaucoup, 50% sur le TSR, etc. Je veux juste dire que pour être conforme à l'arrêté TSR, il faut faire de grosses actions sur la climatisation. Donc là on n'a pas tout abordé, mais on pourrait parler je voulais en parler dans la présentation, mais on m'a gentiment dit que c'était un peu trop long. Donc je voulais parler par exemple de la climatisation solaire. C'est un autre sujet, on pourrait dire que c'est gratuit, etc. Bon, la plupart des climatisations solaires, on est sur l'autoconsommation photovoltaïque pure. On a quelques cas où on a un vrai automate, une réelle régulation, une intelligence entre la production de froid, la production du photovoltaïque pour coupler les courbes de production et les courbes de charge, voire dans certains cas du stockage de froid. Là, c'est très intéressant. Mais voilà, tout ça est assez complexe, effectivement. Ouais. Alors, je sais que vous pouvez discuter encore très longtemps et ça sera l'occasion de le faire dans les jardins juste après ce séminaire qui arrive presque à sa fin. Donc merci Cyril Waro pour cette présentation. Merci à vous pour ces temps d'échange. Et puis peut-être le temps d'accueillir de nouveau Pierre Ezavin pour la conclusion. Juste applaudir les porteurs de projets. Merci pour le temps et pour l'énergie déployée et toute la pédagogie mise en œuvre pour ce séminaire. Si vous pouviez afficher les slides. Non, tout simplement, c'est pour dire que le programme Ombré, donc là on arrive au séminaire final, et 2023-2025, voilà. Donc l'idée, c'est donc l'AQC a négocié avec la Direction Générale Énergie-Climat, donc avec le ministère, pour prolonger ce programme-là sur la période 2023-2025. Donc en fait, il y a une continuité des actions et des partenaires privilégiés par DOM, avec une petite nouveauté, il y a le CAUE 976 de Mayotte qui intègre donc l'équipe. Voilà, là je déplace les photos. Alors, le plein écran, et c'est parfait. Ça. Ok. Est-ce que. Donc le temps que j'appuie, donc le CAUE 976 donc de Mayotte intègre le programme et donc l'idée sur ce nouveau programme, c'est qu'on va aller beaucoup plus rapidement. Il avait fallu à peu près 8 mois pour lancer les appels à projets. Donc l'idée, c'est directement sur 2023-2025, il va y avoir 4 actions privilégiées. 1, c'est l'intégration de Check and Run. Enfin, c'est pas Chicken Run, c'est Check Run. C'est un outil qui est en ligne, qui va permettre aux artisans, aux différents acteurs de pouvoir vérifier, d'avoir une liste de checks des travaux de réhabilitation. Donc c'est quelque chose on passe en phase opérationnelle. Donc c'est une sorte de saisie d'autocontrôle qui, donc les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, même les particuliers qui font leurs propres travaux pourront utiliser cet outil. On va poursuivre donc le REC sur ces 5 territoires. Donc ce que vous a dit Cyril, c'était l'analyse
organiserait, c'était en dehors des appels à projets. Donc l'idée, c'est d'identifier des bâtiments entre 5 et 10 bâtiments pour le prochain appel à projet Ombré, enfin pour la prochaine phase de Ombré, et d'identifier de nouvelles thématiques. Ensuite, il va y avoir donc le début 2023. Bon, comme je vous dis, là je vous présente directement l'appel à projet et qui vous concerne, enfin tout le monde, hein. Là c'est tous ceux qui sont dans la salle, vous pouvez répondre à cet appel à projet, c'est-à-dire que les projets qui ont été sélectionnés, qui vous ont été présentés, il va y avoir une nouvelle phase avec, sur le premier trimestre, comme je vous ai certainement en janvier-février, le lancement d'un appel à projet avec donc une présélection, des incubations, et l'idée c'est que avant le dernier trimestre 2023, tous les projets soient sélectionnés pour Ombré et qu'on démarre du coup la réalisation jusqu'à fin 2025. Et on va continuer, donc l'idée c'est d'alimenter la plateforme Pergola dont on vous parle depuis tout à l'heure avec les 320 ressources pour pouvoir avoir ce retour sur expérience et toutes ces fiches et tous ces documents mis à disposition de tous les maîtres d'ouvrage dans les DOM. Et voilà, et je vous remercie. Et pour plus de renseignements, le référent c'est Aurélien Lopez et vous avez ses coordonnées mail là si jamais vous voulez avoir plus de renseignements. Et au niveau SPL Horizon Réunion, on se tient évidemment à votre disposition pour être l'interlocuteur privilégié de la QC ici à La Réunion et pour toutes les autres personnes. Merci. Merci Pierre-Yves Izavin. On arrive au terme de ce séminaire, donc merci à vous pour votre participation active. La QC et la SPL Horizon vous invitent dans les jardins pour un petit cocktail. Vous pourrez poursuivre vos échanges et puis poser de nouvelles questions bien techniques. Voilà, merci à vous de votre participation et excellente journée à vous.